Donc bonjour à tous les élèves de BP. Aujourd'hui, je vous propose de suivre un cours d'une façon plus particulière que d'habitude car nous allons suivre le cours d'histoire sur la thématique du programme des guerres, conflits mondiaux depuis 1945 sous un format vidéo en m'écoutant de manière individuelle raconter donc les éléments du cours importants pour vous à connaître. Ainsi, vous allez avancer à votre rythme tout en répondant aux questionnaires que je vais vous remettre pendant le cours. Donc n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause quand cela vous sera nécessaire pour répondre le plus tranquillement possible et avec précision au QCM distribué. Alors le sujet étudié aujourd'hui sera les guerres et les conflits dans le monde depuis 1945 et nous nous arrêterons aujourd'hui à l'année 1962 qui, vous le verrez, est un tournant assez marquant dans les relations mondiales. Donc, pour commencer, revenons sur le début de notre période, c'est-à-dire l'année 1945. Donc, comme vous devez bien sûr le savoir, 1945 marque la fin dans le monde de la Seconde Guerre mondiale, et plus précisément donc le 8 mai 1945, qui est la date de l'armistice entre la France et l'Allemagne. Mais donc la guerre se poursuivra en fait encore quelques mois dans d'autres parties du monde, et notamment dans le Pacifique, entre les États-Unis et le Japon, pour prendre définitivement fin le 2 septembre 1945 par la défaite totale du Japon. Donc, alors, la Seconde Guerre mondiale a bien évidemment été un conflit ultra meurtrier et très traumatisant pour l'ensemble de la planète. Donc, comme on peut le voir sur ce graphique, on dénombre environ 80 millions de morts. D'ailleurs, vous pouvez noter aussi sur votre feuille les 3 pays où le nombre de morts a été le plus élevé. On remarque aussi que ce conflit a tué majoritairement des civils dans les zones alliées, c'est-à-dire en France, au Royaume-Uni, en Pologne. Ce nombre élevé est bien évidemment à mettre en rapport avec l'événement le plus dramatique de ce conflit, qui est le génocide juif, qui fera 6 millions de morts juifs dans les camps de concentration allemands, notamment le plus grand Auschwitz. La guerre laissera aussi des traces encore visibles aujourd'hui, puisqu'elle sera conclue au Japon, quand les États-Unis abattront sur les villes d'Hiroshima et de Nagasaki 2 bombes atomiques qui feront plus de 500 000 morts, contribuant le Japon à capituler et ne pouvant plus résister face à la superpuissance militaire américaine. Donc l'année 1945 est donc une année que l'on va qualifier d'année zéro, car tout est à reconstruire. Donc en France, par exemple, il faut savoir que 60% des usines ont été détruites. Il faut donc tout reconstruire si, bien évidemment, on veut survivre. Donc pendant la guerre, s'est également mise en place ce qu'on appelle une grande alliance entre 2 pays, c'est-à-dire les États-Unis et l'URSS. Ces 2 États, qui étaient alors les plus riches de la planète, ont mobilisé l'ensemble de leurs armées pour venir libérer l'ensemble de l'Europe. Alors c'est simple, les États-Unis vont libérer l'Ouest, notamment grâce aux opérations du débarquement, et l'URSS va plutôt, elle, libérer l'Est, notamment le camp d'Auschwitz, et c'est dans la ville de Berlin que les deux armées vont se rejoindre pour proclamer leur victoire sur l'Allemagne nazie. Et donc à l'image de ces 2 soldats, on remarque l'amitié fraternelle qui semble unir les 2 pays vainqueurs, qui vont alors devenir des superpuissances. Donc les dirigeants des pays vainqueurs se réunissent d'ailleurs d'abord dans un premier temps à Yalta, donc ça va être en février 1945, pour organiser des conférences de paix afin de discuter ensemble de l'avenir de la planète. Donc sur la photo officielle prise pendant cette conférence, vous pouvez voir les 3 chefs d'État des pays vainqueurs. Donc de gauche à droite, on remarque Churchill, qui est le Premier ministre du Royaume-Uni. Au milieu, Roosevelt, le président américain, et à droite, Staline, qui est le chef de l'URSS, le secrétaire général du Parti communiste, car l'URSS est une puissance communiste qui impose une dictature avec un parti unique, mais ça on y reviendra un petit peu plus tard. Donc le résultat majeur de ces accords sera la création de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, qui va avoir pour mission de préserver la paix durable dans le monde en créant une armée défensive internationale qu'on appelle les casques bleus. Et aujourd'hui d'ailleurs, tous les pays du monde sont membres de l'ONU. Donc malgré ce semblant de belle entente, la situation va commencer vraiment à se dégrader, surtout à partir de 1947. Et ce sera en Allemagne que cette situation de tension va apparaître. Donc d'ailleurs, regardez la carte de l'Allemagne ici, donc en 1945. Donc à la fin de la guerre, on observe que le pays est divisé en plusieurs zones d'occupation, car il n'y a plus de régime en place. Le nazisme a été éradiqué et l'Allemagne a été déclarée vaincue et unique responsable de la guerre, avec notamment le Japon aussi en Asie.
Donc l'Ouest, qui est ici en bleu, est divisé en 3 secteurs qui sont administrés par la France, la Grande-Bretagne et les États-Unis. Et l'Est, ici en rouge, est administré par l'URSS. Alors, on observe aussi que la capitale, Berlin, qui est située dans la zone soviétique, est elle aussi divisée en 4 zones, comme vous pouvez le voir. Donc l'Ouest est géré par les États-Unis et l'Est, cette fois-ci, par les Russes. Et cette situation va vraiment contribuer à mettre le feu aux poudres, notamment donc dans la ville de Berlin. Donc on travaillera d'ailleurs sur une étude de documents sur la ville de Berlin, qui est le sujet le plus probable, étant donné que les tensions y sont vraiment les plus fortes en Europe. Mais donc retenez déjà cette situation vraiment d'occupation. Donc progressivement, les désaccords entre les États-Unis et l'URSS vont se multiplier. Donc Staline va à tout prix récupérer le contrôle de Berlin et à lui seul. Et de là donc naîtront notamment 2 épisodes bien célèbres de l'histoire, à savoir le blocus de Berlin 1948, qui va contribuer à voir naître 2 Allemagnes au gouvernement indépendant. On parle de RFA à l'ouest, la République fédérale allemande, et de RDA à l'est, c'est-à-dire la République démocratique allemande. La RFA étant plutôt donc sous domination américaine, très libérale, et la RDA qui, elle, va avoir un gouvernement communiste comme l'URSS. Et puis il y aura bien évidemment en 1961 la construction du mur de Berlin. Donc cette situation vraiment de division va marquer l'Europe et le monde, et cette situation, on va vraiment l'appeler la bipolarisation, car on observe la formation vraiment de 2 mondes qui s'opposent radicalement et qui ne s'entendent absolument pas. Donc l'Ouest qui va être dominé par les États-Unis et l'Est qui sera dominé par l'URSS. Et donc peu à peu, donc les 2 blocs vont s'organiser pour tenter de se protéger l'un l'autre. Donc on va notamment créer à l'Ouest ce qu'on appelle l'OTAN, une force militaire commune prête à attaquer l'adversaire en cas d'attaque. Et n'oublions d'ailleurs pas que États-Unis et URSS vont être les 2 seuls pays à l'époque à se doter d'un arsenal de bombes atomiques important, capable de s'auto-détruire mutuellement et de détruire la planète entière. D'ailleurs, c'est pas vraiment une légende tout ça. Donc observez notamment la situation de l'Europe sur la carte. On voit notamment que le continent est séparé en 2 par une frontière que l'on va appeler le rideau de fer, qui marque vraiment la séparation très nette entre l'Est et l'Ouest, et ce rideau de fer va couper d'ailleurs l'Allemagne en 2 entre RFA à l'Ouest et RDA à l'Est. En 1948, donc les tensions vont monter vraiment d'un cran, quand le gouvernement américain va proposer à l'ensemble des pays d'Europe des 2 camps ce qu'on appelle le plan Marshall. Donc le plan Marshall, du nom d'ailleurs de son concepteur, qui est George Marshall, qui est ministre des Affaires étrangères américain, c'est un vaste plan d'aide à la reconstruction économique de l'Europe. Les États-Unis s'engagent à prêter à taux réduit 25 milliards de dollars aux Européens pour reconstruire leurs usines, leurs routes, leurs ponts, etc. Donc, comme vous pouvez le voir d'ailleurs sur cette première affiche, le plan Marshall est très bien perçu par les Européens de l'Ouest, notamment en France, où il va être qualifié vraiment de ciment de l'Europe. Et sur cette seconde affiche, vous pouvez voir d'ailleurs, c'est une affiche soviétique qui va caricaturer le plan Marshall. Et là, on remarque que la vision n'est pas aussi idéale. Marshall est représenté comme un profiteur qui s'assoit sur l'Europe ruinée en train de fumer un cigare, qui libère des fumées en forme de dollars, symbole de leur volonté de dominer l'Europe. L'URSS va d'ailleurs qualifier les États-Unis de puissance impérialiste, c'est-à-dire qui veut exercer sa domination totale sur le monde entier. Et de ce fait, le plan Marshall marque une véritable rupture dans les relations entre l'Est et l'Ouest, et c'est bel et bien à ce moment-là que l'on peut parler de mise en place d'une guerre froide qui va durer donc jusqu'en 1991 dans le monde. Donc cette guerre froide va notamment se caractériser surtout par des tensions fortes entre les 2 pays, mais sans qu'aucun conflit direct n'éclate entre eux. Ça c'est vraiment très important. Jamais de guerre n'a opposé réellement les États-Unis et l'URSS. Il n'y aura vraiment que des conflits qu'on va appeler des conflits indirects, des conflits localisés, où chacun vraiment des 2 camps différents vont vous soutenir un ou 2 protagonistes. Alors ça sera notamment le cas en Corée, au début des années 50, avec donc une situation qui va d'ailleurs séparer le pays en 2, comme on l'est encore aujourd'hui, Corée du Nord et Corée du Sud. Donc c'est surtout dans la propagande que va s'observer la guerre froide entre les 2 superpuissances. Les États-Unis vont mettre en place une politique de chasse aux sorcières pour condamner le communisme et arrêter tous les soutiens au régime russe aux États-Unis. Donc la propagande va aussi se mettre en place surtout par le biais du cinéma, et notamment au travers de célèbres sagas à succès, comme vous pouvez le voir ici, James Bond
où l'agent secret britannique va avoir dans les premières années de sa diffusion, c'est-à-dire dans les années 60, vraiment un ennemi qui sera d'origine russe. Et l'URSS ordonne, quant à elle, à tous les partis communistes de chaque pays, d'Europe notamment, de s'opposer à la politique américaine. Et on peut l'observer ici sur cette affiche où les États-Unis sont symbolisés par une pieuvre qui cherche vraiment à coloniser la France. Donc ainsi, c'est vraiment sous forme de lutte de dissuasion nucléaire que les tensions entre les deux superpuissances vont s'observer. Donc la caricature montre montre les deux chefs d'État des deux pays, Kennedy à droite, Khrouchtchev à gauche, qui est le successeur de Staline, qui lui est mort en 1953. Tous les deux sont assis sur une bombe atomique en train de s'affronter à un concours de bras de fer, montrant ainsi qu'aucun des deux n'arrive à prendre l'ascendant sur l'autre. Et d'ailleurs, les tensions vont être parfois encore plus violentes. Alors, ça va être notamment le cas pendant les Jeux Olympiques de Melbourne, en Australie, en 1956, où le match de water-polo entre l'équipe soviétique et hongroise, alors la Hongrie est certes un pays à l'époque qui est dans le même camp que l'URSS, mais qui va contester de plus en plus la politique russe parce qu'en fait ils se rendent compte qu'ils vont parfois trop loin en fait dans leur volonté justement d'imposer le communisme. Eh bien ces deux équipes vont vraiment s'affronter à coups de sang dans le bassin olympique, ou alors plus encore plus grave, la crise de Cuba qui va en 1962 mettre vraiment une situation extrêmement dangereuse, créer une situation extrêmement dangereuse dans le monde quand le monde entier va découvrir que l'URSS a installé sur l'île de Cuba, ici matérialisée en rouge, des fusées à tête nucléaire dirigées sur le territoire américain. Donc Kennedy va alors ordonner l'URSS de retirer aussitôt ces fusées sous peine vraiment de leur déclarer la guerre. Et donc Khrouchtchev va finalement céder et le monde va éviter de justesse le déclenchement d'une troisième guerre mondiale comme on pouvait l'imaginer à l'époque. Voilà, donc en 1962, les deux grands se rendent vraiment compte de la situation extrêmement dangereuse qu'il existe encore entre eux, et ils vont décider de pacifier leurs relations en installant un téléphone rouge. Donc ça, c'est très symbolique dans les bureaux des deux présidents. Donc ça sera vraiment le symbole de la volonté de discuter ensemble pour échanger ensemble et puis empêcher les situations de s'envenimer. Donc voilà, donc la première partie de ce cours s'achève ainsi. J'espère que vous aurez apprécié de l'écouter et que vous aurez compris l'essentiel. Surtout, donc n'hésitez pas à la revisionner autant de fois que nécessaire, d'aller sur les endroits qui vous posent le plus problème, et puis aussi à liker si vous avez trouvé vraiment cette vidéo ludique et agréable à suivre. Voilà, merci.